Vous êtes désormais sur la séquence acte local, car pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudra y aller tous ensemble et aussi agir localement avec l'État et les élus locaux dont Jean-François Ogier est représentant aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de TRAC? Non, le CEREMA interdit de lever la main quand je parle de TRAC. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de PLU? Un peu plus déjà. Bon. Ces acronymes, vous les connaissez par cœur. Diane Simu, vous êtes directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air au ministère de la Transition écologique. La trajectoire nationale d'adaptation au changement climatique, est-ce que vous pourriez nous en dire en 2 mots et surtout comment l'État va accompagner les élus locaux? Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je ne sais pas si on voit... Bon, c'est pas grave, je vais faire sans. Alors, vous le savez, les événements extrêmes se succèdent. On a... Alors, du coup, c'est pas... Hop, pardon. Voilà ce que je voulais vous montrer. Les événements extrêmes se succèdent. On a beaucoup parlé de Valence en Espagne, mais évidemment, c'est le cas en France aussi. Les inondations du Pas-de-Calais, les sécheresses dans les Pyrénées-Orientales, les inondations en fait, partout en France et puis notamment dans l'Essonne. Et ça, c'est avec un niveau de réchauffement qui atteint aujourd'hui 1,7 degrés. Or, les engagements qui ont été pris par les États au niveau mondial nous emmènent sur une trajectoire mondiale de réchauffement de l'ordre de 3 degrés s'il n'y a pas d'engagements additionnels qui sont pris. Et donc, 3 degrés au niveau mondial, ça veut dire en fait pour la France et pour l'Europe qui se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale, ça veut dire 4 degrés. Et donc, c'est un réchauffement, ça vous donne une idée de ce qui nous attend si on s'y prépare pas. Alors, peut-être juste pour clarifier que se préparer à un réchauffement de 4 degrés, c'est évidemment pas renoncer à l'accord de Paris. La France L'accord de Paris qui prévoyait, rappelons-le, une hausse des limitations des températures à plus 1,5 degré. Comment on est passé de 1,5 à plus 4? Alors, notre responsabilité, c'est de se préparer à ce niveau de réchauffement. C'est évidemment parce qu'on souhaite. La France est toujours engagée pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les émissions ont été réduites de 5,8% l'année dernière par rapport à l'année précédente. Si on réussit à tenir ce rythme-là, on sera sur la bonne trajectoire pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions en 2030. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat qui dit qu'avec ce niveau, si on arrive à maintenir ce niveau de rythme de réduction des émissions, on sera en bonne voie, la France, pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul, que le changement climatique, c'est un problème mondial. Et donc, il faut qu'on se prépare. C'est notre responsabilité de se préparer à l'éventualité. On n'arrive pas à respecter les objectifs de l'accord de Paris et on a un réchauffement qui est bien supérieur. Et donc, c'est à cette trajectoire qu'il faut qu'on se prépare. Et c'est ça qu'il faut qu'on intègre dans nos mesures d'adaptation, nos études de risque. C'est ce niveau-là qu'il faut qu'on prenne en compte. Et c'est tout l'objet du plan national. Alors, pardon, j'allais trop vite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement plus 4 degrés de France à plus 4 degrés? Alors là, derrière moi, vous voyez les analogues climatiques. Vous voyez, par exemple, Valence. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé à Valence. C'est le climat qu'il y aura à Toulouse. À Paris, on aura le climat de Montpellier. Ça peut sembler agréable comme ça, mais on sait que ça ne le sera pas du tout. La ville de Paris a déjà pris les devants en votant la semaine dernière un plan climat pour justement adapter à la température qui pourrait atteindre 50 degrés d'ici 2050. Et c'est exactement à ce type d'événement qu'il faut qu'on se prépare. Et c'est tout l'objet du plan national d'adaptation au changement climatique. Donc le Premier ministre a présenté le 25 octobre dernier le projet de plan national d'adaptation au changement climatique qui est en concertation pour 2 mois jusqu'au 27 décembre. Je vous invite à participer d'ailleurs à la concertation qui est en cours. Et c'est un plan qui a vocation à
nous préparer, planifier les actions qu'il faut qu'on mène pour d'ici 2030 pour se préparer à ce niveau de réchauffement de 4 degrés en 2100. Et l'idée, c'est vraiment de créer ce qu'on appelle, nous, le réflexe adaptation, que dans toutes les décisions qui sont prises, et notamment dans toutes les décisions d'investissement qui sont prises à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on intègre le climat futur, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, que ce soit les entreprises, et qu'on intègre systématiquement ce niveau de réchauffement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du FNAC, il comporte 51 mesures en plusieurs axes. Le premier, c'est évidemment protéger les Français. Le deuxième, c'est assurer la résilience de nos territoires. Et moi, je voudrais en particulier axer sur une mesure qui est particulièrement importante pour nous, qui est la création de la mission adaptation. Donc, la ministre Agnès Pannier-Runacher l'a lancée au Salon des maires il y a 2 semaines. Et ça part du constat suivant, c'est qu'aujourd'hui, souvent, les collectivités qui sont vraiment en première ligne face aux effets du changement climatique, et je pense que vous en parlerez, aujourd'hui, elles n'ont pas forcément les compétences et l'ingénierie disponibles pour y faire face. Et donc, l'enjeu de cette mission adaptation, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble des opérateurs de l'État pour se mobiliser aux côtés des élus, aux côtés des collectivités, pour apporter leur expertise, apporter leur ingénierie, avoir ce point de contact unique qui facilite, qui permette d'avoir cette maîtrise d'ouvrage pour les collectivités, pour les appuyer dans l'ensemble de leurs actions d'adaptation au changement climatique, que ce soit des actions ponctuelles ou que ce soit vraiment une démarche globale. Alors justement, merci beaucoup Diane. Alors justement, on va donner la parole à Jean-François Vigier. Vous êtes maire de Bure-sur-Yvette dans l'Essonne, biographe de Sergio Leone pour l'anecdote, coprésident de la commission environnement de l'Association des maires de France. Il fallait le citer, Jean-François, j'étais obligé. Et surtout vice-président de l'Association des maires de France. En l'absence de Benoît Léguet, qui est le directeur de l'Institut pour le climat I4C pour les anglophones, je rappellerai juste les enjeux des moyens financiers qu'on n'a pas encore évoqués pour l'instant. On parle aujourd'hui d'un effort financier de 19 milliards d'euros par an pour les collectivités si on veut réussir cet enjeu de neutralité carbone. Concrètement, est-ce que vous avez les moyens de ces ambitions, monsieur le maire ? Franchement, non. On en est très loin. D'abord, moi, je pense que je finis mon 3e mandat de maire et je pense que je vis le premier mandat à l'issue duquel mes concitoyens me demanderont des comptes sur ce que j'ai fait ou pas fait en termes de transition écologique. Je le ressens profondément dans les relations que j'ai avec les habitants de ma commune depuis maintenant 4 ou 5 ans. Ensuite, la question du financement, elle est primordiale dans le cadre de la transition. En fait, il y a une grande cause nationale, et cette grande cause nationale, c'est l'urgence climatique. Et tout le monde, aujourd'hui, État, collectivités, entreprises, s'accorde à dire qu'il faut agir pour décarboner le pays et pour lutter contre le réchauffement climatique, ce que vous venez de montrer. En fait, nous, les maires, les collectivités locales, on est confrontés à une notion à laquelle on n'a jamais eu l'habitude d'être confronté à cette échelle-là, c'est l'urgence. On a des faux plafonds qui tombent dans une salle de classe qu'il faut réparer. On a un candélabre qui tombe sur la route. On a un trou dans la... Bon, on répare, on peut aller vite. Et cet été, vous avez subi des inondations. Subir des inondations au mois d'octobre, effectivement, 8 ans après les précédentes, c'est très compliqué à gérer. Mais rénover tous les bâtiments publics, refaire tout l'éclairage de la ville, les plans mobilité, la biodiversité, tout ça en quelques années, aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens financiers de le réaliser. Alors, vous avez cité l'Institut de l'économie pour le climat. Il a effectivement commis un premier rapport il y a quelques années, à la fin des années 2010, dans lequel il indiquait que les besoins en financement des collectivités locales pour réaliser la transition, sur 10 ans, ils étaient de 12 milliards par an. C'est-à-dire que région, département, commune, 12 milliards par an d'investissement.
On parle d'un chiffre, j'ai vu passer un chiffre, rien que sur les groupes scolaires, c'est 40 milliards. Donc 120 milliards pendant 10 ans, ce qui est énorme. Et l'Institut de l'économie pour le climat vient de mettre son rapport à jour il y a un mois avec la Banque Postale. Et il a regardé ce qu'avaient dépensé les collectivités locales depuis quelques années. En 2019, on dépensait 5,5 milliards par an. Donc on n'était même pas à 50% du besoin de financement. Est-ce que dans votre commune, vous avez réussi aussi à voir dans vos tableaux Excel combien vous avez investi? Voilà. Et en 2022, nous étions à 8,3 milliards. Ce qui veut dire qu'on n'était même pas à 50%, on était à 60% du besoin. Et l'Institut de l'économie pour le climat dit, oui, les collectivités ont fait des efforts, elles arrivent maintenant à un seuil au-delà duquel il va être difficile d'aller, sauf que pour respecter les engagements, il faut faire 19 milliards par an entre 2024 et 2030. Autrement dit, il faut faire les 120 milliards, non plus en 10 ans, mais en 6 ans. Or aujourd'hui, César Armand, on n'est pas outillé financièrement pour le faire. Et ceci pour 2 raisons essentielles. Il faut qu'on ait tous à l'esprit. La première, c'est notre capacité de nous endetter. Comme nous votons des budgets en équilibre dans nos communes, nous ne pouvons pas dépasser un certain nombre d'années de capacité de désendettement. Si nous dépassons 12, 13, 14 ans... Vous avez les prêts longs de la Banque des Territoires qui peuvent vous aider. Oui, mais ça ne suffit pas. Et encore une fois... Vous allez vous faire taper dessus par la préfecture si... Si nous dépassons un certain nombre de délais, nous passons en cellule d'alerte en préfecture et les services de l'État viennent nous voir en disant « vous dépensez trop, il faut faire moins, il faut faire ci ». Et la deuxième raison pour laquelle nous ne pouvons pas aujourd'hui faire face à cette urgence financière, c'est la question de nos ressources fiscales. Si vous avez une grande cause nationale pour lutter contre le réchauffement climatique et qu'il y a une urgence, ben vous ne pouvez pas demander uniquement à une partie de vos concitoyens de participer au financement des politiques publiques de décarbonation, c'est-à-dire les propriétaires, ceux qui payent la taxe foncière. Il faut rétablir la taxe d'habitation? Non, il ne faut pas rétablir la taxe d'habitation, mais il faut, et peut-être il faut supprimer la taxe foncière, mais il faut une fiscalité de résidence qui prenne en compte les besoins de chaque habitant. Mais si on a vraiment une grande cause nationale, alors il faudra que tout le monde participe au financement de la décarbonation de nos villes et de nos collectivités locales. Vous avez prononcé le mot magique tout à l'heure aussi qui plaît aux élus locaux. Il y en a quelques-unes dans la salle aussi, outre la scène. C'est l'ingénierie. Aussi, j'aimerais aussi qu'on donnera la parole aussi à Monsieur le maire là-dessus. Sur l'ingénierie, comment vous accompagnez, vous, en ingénierie, les élus locaux face au changement climatique? Alors, face au changement climatique, on a un accompagnement en ingénierie qui est donc apporté par les opérateurs de l'État. Donc on a le CEREMA qui est présent ici et qui accompagne les collectivités. Et on a un vrai enjeu à faire en sorte qu'on ait un point de contact unique pour que les territoires n'aient plus à se poser la question de est-ce que je vais voir l'ADEME, est-ce que je vais voir le CEREMA, est-ce que je vais voir les agences de l'eau, est-ce que je vais voir l'OFB, est-ce que je vais voir la Banque des Territoires, mais qu'on ait vraiment ce point de contact unique qui va permettre de les accompagner dans l'ensemble des démarches, et y compris d'ailleurs dans la recherche de financement. Et c'est, les agences de l'eau, par exemple, financent des opérations de renaturation. Et il y en a eu beaucoup de cours d'eau pour limiter les inondations. Il y en a eu beaucoup dans l'Essonne. On voit que ce n'est pas suffisant, mais qui ont probablement permis d'atténuer l'impact des inondations. Les agences de l'eau financent par exemple aussi de la renaturation de cours d'école. C'est moins intuitif et on le sait moins. Et c'est vraiment ce travail qui doit être fait via cette mission adaptation, d'aider les collectivités à construire leur plan de financement avec les aides qui peuvent être apportées par les agences de l'eau, par d'autres, et y compris avec les prêts de la Banque des Territoires, par exemple sur la rénovation des écoles, et aussi accompagner dans les opérations de tiers financement. Il y a une loi qui a été passée il y a 2 ans pour faciliter le tiers financement. La loi Cazenave, oui. Voilà. Sur le tiers financement de la rénovation des bâtiments publics. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que les élus s'approprient cet outil et qu'ils soient aidés dans l'ingénierie financière pour pouvoir le faire. Monsieur le maire, vous avez l'air sceptique, vous tordez un peu le nez. En fait, le principe, c'est qu'on donne les clés en fait, de l'école à une entreprise, et c'est l'entreprise qui prend en charge sur ses deniers le financement et qui se rembourse après sur les économies d'énergie, en gros. C'est quand même
d'une certaine façon une dépossession par la collectivité, par la puissance publique d'un bien pour donner les clés à une entreprise qui va piloter toute seule. Je suis un peu, voilà, quand on en parle entre collègues, on est un peu méfiant sur le principe du financement. Après, on a beaucoup parlé du fonds vert qui allait baisser d'1,5 milliard en 2025, mais le fonds vert n'est pas l'outil de financement de la transition écologique. Le fonds vert est une subvention. Vous parliez de l'agence de l'eau, effectivement, qui subventionne. Ce sont des subventions pour nous aider à réaliser des investissements, mais qui n'est pas du tout à l'échelle de ce qu'il est besoin de réaliser aujourd'hui. Et puis vous avez parlé de l'adaptation. Effectivement, dans ma commune et dans le bassin versant de l'Yvette, on est en plein dedans, puisqu'on a été inondé au mois d'octobre, de très graves inondations qui se sont répétées, puisqu'il y a 8 ans déjà, nos concitoyens de tout un quartier avaient été inondés. Et ça, par contre, comment arriver, si ce n'est à empêcher, mais à retarder le déversement des bassins, on sent quand même qu'on est devant un chantier immense et qui nous échappe un peu. Un mot d'optimisme quand même pour finir en 30 secondes. Non, moi, je voudrais quand même revenir sur cette question des financements qui est vraiment essentielle. Là, on voit que on a 100 milliards, c'est le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz qui montre qu'on a 100 milliards d'investissements à réaliser par an d'ici 2030, de l'ordre de 60-70 si on prend en compte les investissements nets. Et on a un enjeu très fort de réorienter les financements existants. C'est ça qu'on veut faire avec ce plan national d'adaptation au changement climatique. C'est comment est-ce que tous les financements sont réorientés vers, en intégrant le climat futur pour éviter d'avoir ensuite des investissements échus et de la maladaptation. Mais ce qui je pense est particulièrement important, c'est que là, on voit que en fait, le taux d'investissement vert de l'État, en termes de pourcentage, il est à ce qui doit être. La question, c'est comment est-ce qu'on embarque tous les autres. Et ça, c'est l'enjeu de comment est-ce qu'on apporte les financements privés et qu'on emmène les financements privés à un taux de verdissement qui est cohérent avec ceux dont on a besoin. Et c'est cette prise de conscience et ces outils qu'il faut qu'on arrive à développer, parce que moi je pense qu'on n'y arrivera pas sans les financements privés. On en a absolument besoin et on a besoin de cette mobilisation de tous. En un mot. Non, mais juste en un mot, c'est difficile, mais on a envie d'y arriver. On a tous envie d'y arriver et on travaille en partenariat, évidemment. Mais la question du financement reste premium et nous aurons vraiment besoin, nous, les communes, d'avoir les moyens de mener à bien ces investissements dans les délais très courts qui nous sont donnés. Merci à tous les deux. Et restez avec nous, on va parler de réinventer les façons d'habiter le monde.